Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Via Cultura. C'est un rêve de gloire et de liberté anime le film événement de cette année 2015 en Corse. Les Exilés, moyen métrage de Rina Toufrassat, y met en scène pour la première fois sur grand écran le père de la patrie. Quel visage de Pascal Paoli donne-t-il à voir? Comment incarner l'homme derrière le mythe? Ce film est-il héritier d'une tradition littéraire ou picturale, ou marque-t-il une rupture avec ses représentations? Nous allons en parler avec nos invités dans un instant. Mais avant, comment ne pas évoquer un cauchemar, celui du vendredi 13 novembre? Nous aurions tant aimé nous réveiller samedi matin avec le goût amer d'un mauvais rêve, pouvoir simplement nous frotter les yeux pour faire disparaître ces images. Mais non, il a fallu faire face à l'horreur et continuer à vivre, à s'amuser, à travailler, à créer, à aimer. Alors, continuons. Rina Toufrassat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et réalisateur. Les Exilés est votre premier film. Il sera projeté le 24 novembre à l'Espace Diamant à Ajaccio dans le cadre du festival Under My Screen. Jean-Philippe Ricci, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur. Dans Les Exilés, vous portez un des rôles principaux puisque vous incarnez Pascal Paoli lui-même. Frédéric Poggi, bonsoir. Vous êtes chanteur, compositeur. Vous avez composé la bande originale du film Les Exilés. Vous avez aussi composé une chanson, Au Général, et que nous entendrons. Elle est directement inspirée du film. Et vous l'interprétez avec votre groupe Wojewant, où j'ajoute que vous êtes aussi professeur de langue et culture corse à l'Université de Corse. Jean-Dominique Pauli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences. Vous enseignez la littérature comparée à l'Université de Corse. Vous êtes aussi responsable du projet Paoli Napoléon, que vous dirigé avec Jean-Guy Talamogne, un projet universitaire dont le but est de faire connaître Pascal Paoli et les acquis de la Révolution corse en se réappropriant l'image de Napoléon. Parfait. Vous nous expliquerez dans un instant. Mais dans l'immédiat, la France est blessée, frappée en plein cœur il y a tout juste une semaine. Après les attentats de Paris, l'heure est au recueillement. Les nombreux hommages aux victimes rendus sur les lieux des attaques ou place de la République à Paris ont été relayés dans tout le pays. En Corse, on a assisté à des rassemblements spontanés. Une minute de silence a été respectée. Après le recueillement, l'heure est aussi au questionnement. Et j'aimerais vous entendre, mes invités, ce soir, vous qui êtes artiste, enseignant, à propos de ces événements. Jean-Dominique Pauli, est-ce que vous en avez parlé avec vos étudiants? Oui, on en a parlé évidemment, mais je pense que face à cette tragédie, eh bien, peut-être il faut penser que l'éducation, c'est aussi des connaissances, évidemment, mais c'est aussi éduquer, je dirais, non seulement l'esprit, mais aussi l'âme, c'est-à-dire donner une structure. C'est ça qui est important, de le faire avant qu'il y ait la tragédie. Autrement dit, de penser qu'on est d'abord horizontalement placé, mais ensuite il faut éduquer pour que l'homme se retrouve de façon verticale. Voilà, c'est cette idée-là. C'est-à-dire une certaine spiritualité, quelque part, sans parler dans le respect d'un cadre laïque, mais pourquoi pas? Voilà, mais c'est effectivement, il faut construire, il faut structurer la pensée, et je dirais même structurer l'âme. C'est ça qui est très important. Donc, ça impliquerait de revoir complètement peut-être les méthodes d'enseignement ou la philosophie de l'éducation nationale. Ce qu'on essaie de faire de façon tout à fait modeste, je veux dire, évidemment, mais de comprendre aussi que dans la littérature, par exemple, il y a des exemples, il y a donc des modèles qu'on peut trouver, et donc des contre-modèles, des contre-exemples. Mais que les mots aient leur poids, quoi. Jean-Philippe Ricci, vous vivez une grande partie de l'année à Paris. Vous y étiez le soir des attaques. J'y étais, ouais. Mais bon, j'étais à la maison avec mon petit, donc je l'ai su un peu tard, après l'avoir couché. Bah, je pense que sur l'instant, j'avais pas assez de recul. Ça m'a fait... c'est petit à petit que c'est... Mais voilà, on est meurtri dans la chair, choqué, révolté, en colère. Alors, vous jouez régulièrement au théâtre. Les jours immédiats qui ont suivi les attentats, enfin, le lendemain, le samedi, les représentations ont été annulées. Et le dimanche, certains théâtres ont décidé de rouvrir, de jouer, malgré les événements, des fois devant un public très clairsemé, évidemment. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez moi, j'aurais joué, oui, bien sûr, plus que jamais, je crois. Ça a peut-être été une meilleure représentation, je crois. Oui. C'est un acte aussi de rébellion, de ne pas mettre un genou à terre et... Voilà, on est contre des soldats. Je pense que nous aussi, on est des soldats de la culture, quoi. Voilà, c'est très important. Frédéric Poggi, même question. Vous seriez monté sur scène à Paris Je me suis posé la question à Paris. On n'y est pas allé depuis longtemps avec Wojewant, mais je pense qu'on l'aurait fait aussi, forcément. Comme l'a très bien dit Jean-Philippe, et à un moment donné, on affronte ces démons en se battant avec nos armes.
Et oui, personnellement, je serais monté. Je pense qu'il en est de même pour tous les membres du groupe. Voilà. Rina Toufrasati, les artistes doivent-ils s'emparer de ces événements, de ces questions, et de quelle façon? Oui, en tout cas, dans un premier temps, forcément, en tant qu'artiste et en tant qu'être humain, on a été sidéré totalement par ces événements. Mais oui, après, derrière, on est face à des êtres il y a un nihilisme absolu. On est face à des barbares qui ont une volonté de détruire, même de se détruire eux-mêmes, de détruire toute forme de culture et de morale et de vertu. Donc nous, en tant qu'artistes, il faut faire humblement et presque naïvement l'inverse, c'est-à-dire créer, être dans la création face à la destruction. Mais la fiction s'empare souvent, le processus fictionnel, c'est des fois aussi d'essayer de comprendre des personnes qui nous sont très différentes, de comprendre leur psychologie, d'être en empathie avec eux, leur façon de penser, même si, en tant que citoyen, on est très éloigné de ça. Est-ce que ça pourrait être un sujet, forcément, voilà, qui après, pourrait vous intéresser d'un point de vue de la fiction, encore une fois? Comment on peut en arriver à un tel degré de nihilisme, justement? Mais un jour, il faudra même se pencher. Là, on est encore dans le choc, on est encore à chaud. Et évidemment, dans les mois, dans les années à venir, il faudra que les artistes, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, au théâtre, s'emparent aussi de ça et puis remonter à la source du mal, à l'origine de ces tensions et comment on a pu en arriver encore une fois dans l'histoire de l'humanité à une telle barbarie. Frédéric Pau dit par la chanson, ça pourrait s'interroger aussi ce genre de phénomène? À ce stade, on est en train d'y réfléchir. Alain Dimel nous a fait un texte sur les migrants, justement, que d'autres groupes n'ont pas voulu interpréter. Peut-être une gêne à ce niveau-là, donc la thématique sera certainement dans les prochains travaux du groupe. Mais forcément, c'est un véhicule important. Oui. Alors, la réalité dépasse la fiction, et la fiction peut aussi être prophétique. Un film devait sortir en salle ce mercredi, bande-annonce. Je m'appelle Sam El Kansouri. Je suis journaliste et j'ai pris le risque il y a 6 mois d'infiltrer les mosquées clandestines de la banlieue parisienne. Ils se doutent de rien? Impossible. Mais tu comptes arrêter quand? Tu vas quand même partir avec eux? T'inquiète pas, c'est bientôt fini. On a pour mission de créer une cellule d'Al-Qaïda. Rasez vos barbes, fondez-vous dans la masse, fumez, buvez, défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien. Je te suis. Vous savez que maintenant vous êtes complice. Je peux vous garantir qu'en prison, quand les barbus sauront que vous avez trahi, ils vont pas vous rater. Alors vous allez continuer? Ça veut dire que j'ai pas le choix? Pourquoi est-ce que tu t'y entends à te battre? La vengeance n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment ça, utiliser les autres, ça veut dire quoi, ça? Bien sûr qu'il est complètement parano, j'arrête pas de vous le dire. La nuit dernière, il est rentré, il était couvert de sang. Dis-moi ce qui se passe. Sinon, je lui dis que je t'ai vu fouiller dans ses affaires. Je t'ai jamais senti. Je te fais plus confiance. Si j'installais le programme, vous me laissez tranquille. La situation a changé. Mais Ok. Mais j'arrête, moi. Non, vous avez 2 jours pour trouver qui donne les ordres. Une vague d'attentats va secouer toute la France. Notre action sera la première d'une longue série. Ce sera sur les Champs-Élysées, à une heure de grande affluence. C'est un grand honneur. Je refuse de tuer des innocents. On est en guerre, et dans toute guerre, il y a des victimes civiles. Est-ce que tu crois que la volonté d'Allah, c'est de tuer des enfants? Alors, ce film de Nicolas Boukrieff devait sortir en salle ce mercredi 18 novembre, mais sa sortie a été repoussée au moins à janvier 2016, a annoncé le distributeur. Et l'affiche représentant une Kalachnikov se fondant dans une tour Eiffel, plus troublante dans ce contexte, c'est vraiment très très troublante, a été retirée des murs de la capitale. Alors je pose la question à tous, est-ce que le distributeur, vous pensez, a bien fait de repousser la sortie? Rina Toufrasati. Je pense, en tout cas, là c'est tellement à chaud que oui, je pense que c'était une décision raisonnable, surtout que Boukrieff attaque le sujet de manière très frontale apparemment. Alors je n'ai pas vu le film, j'ai des amis distributeurs qui ont pu voir le film, et apparemment oui, même il y a en sous-texte, il y a aussi la fébrilité de certaines forces de police face à l'intégrisme qui est souligné dans le film. Donc, on est peut-être que le film aurait trop participé à l'hystérie générale autour de la panique, de la sécurité, en tout cas qui sont des thèmes ou de l'impuissance de l'État. L'impuissance totalement, aussi, mais c'est ça. Donc peut-être que oui, c'est plus raisonnable en tout cas. Je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense qu'ils ont totalement bien fait, forcément. Oui, je pense, parce que on est encore trop à chaud, quoi. Il y a des gens qui doivent faire le deuil, il y a eu des dommages collatéraux. Tout le monde, même si je connais ces personnes, on a tous perdu des gens, quoi. Voilà, c'était la jeunesse qui a été touchée, des innocents. Ouais, je pense qu'il faut attendre un peu. Alors,
au contraire, on pourrait se demander si c'est pas le moment de regarder nos mots droit dans les yeux. En tout cas, il y a certains distributeurs qui ont choisi, eux, de maintenir des sorties de films liés en tout cas à des événements similaires. On peut citer Les Cowboys de Thomas Bidguin, qui sortira en salle le 25 novembre. L'histoire d'un père qui recherche sa fille, partie avec son petit ami embrigadé dans des réseaux islamistes. La sortie a été maintenue. On peut aussi citer Taj Mahal de Nicolas Saada, l'histoire d'une Française de 18 ans présente lors des attentats perpétrés en Inde en 2008, qui avait fait 164 victimes. Le film épouse le point de vue de la victime, justement, et Backfilm maintient la sortie le 2 décembre prochain. Est-ce que voilà, c'est pas le moment, justement, comme je disais, de regarder droit dans les yeux nos mots? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il faudra voir les synopsis de ces deux films qui sont déjà moins frontaux que le film de Boukrieff. Et ensuite, voilà, donc peut-être que leur point de vue est plus décalé, en tout cas, par rapport aux événements en tout cas, directs que Boukrieff a vu de façon assez visionnaire, apparemment. Donc voilà, après, quoi qu'il en soit, il faudra forcément un jour ou l'autre que le cinéma s'empare de ces événements-là, de façon, à mon avis, un peu plus à froid, de manière plus lucide et avec plus de recul. Là, c'est quand même... Donc ça vous dérange, ces sorties-là Non, pourquoi? Non, moi je suis d'accord. Je pense que voilà, si Boukrieff était un peu plus frontal, quoi. Hein. Ça parle d'attentat sur Paris, de cette calache. Bon, voilà. Pour les autres, après, j'ai pas vu et puis j'ai pas lu les synopsis, donc je peux pas trop en parler. J'ai pas vu non plus, mais je veux dire, ces films prouvent une chose, c'est qu'on s'attendait à ce genre d'événement. C'est évidemment prophétique, mais tout le monde savait que ça allait donc arriver. Voilà, donc s'il y a des événements, il y a des causes profondes. Alors, peut-être aussi, il faut évoquer un jour les causes. Alors, question très générale, mais quel pouvoir peut avoir l'art dans ce contexte? Favoriser une réflexion. C'est déjà pas mal. C'est même très important aujourd'hui parce qu'il y a des réactions à chaud, pas forcément réfléchies, sans recul, de part et d'autre. Donc déjà, le cinéma permet d'avoir un recul et un regard aussi. Donc pour moi, c'est important. Donc moi, je valide même l'idée de sortir les films en ces périodes-là, puisque la réalité a rejoint la fiction. Donc ce qu'on voit sur les écrans en permanence... Après, il reste à savoir si les spectateurs auront envie d'aller voir ça. Enfin, là, c'est une question un peu triviale, mais bon, peut-être... S'ils ont envie, et de quelle façon ils vont aussi les recevoir, ces films-là. C'est aussi ça. C'est comme une question importante, la question de la réception de l'œuvre à un moment, à un instant T. C'est un risque, en tout cas. C'est un vrai risque. Que prend l'auteur en le soumettant à ce moment-là, c'est effectivement. Un vrai risque, totalement. Ça, pour le coup, c'est en tout cas un vrai acte de courage de le sortir, quoi qu'il en soit. Bien, eh bien, je vous propose de passer à toute autre chose maintenant. Maintenant, j'en perds mon français. Allons au Théâtre de Bastia écouter des applaudissements et des cris de joie. Voilà ces images amateurs faites au téléphone portable d'une scène de liesse. C'était le 10 octobre dernier au théâtre. Théâtre de Bastia lors du festival Artemar. Irina Toufrassati, vous présentiez en avant-première votre film Les Exilés. Et à l'issue de la projection, vous avez eu droit à de longues minutes de standing ovation. J'imagine que pour votre premier film, ce moment a dépassé toutes vos attentes. Totalement. On a été surpris, dépassés, subjugués forcément. On était heureux. Et surtout que c'est mon premier exercice, comme on dit dans le jargon de cinéma, mes premiers plans de cinéma. Être entouré par l'équipe déjà qui était là présente et par une salle, par 800 personnes qui étaient, en tout cas, qui ont reçu le film de façon très positive, forcément, ça nous a fait chaud au cœur. C'était notre petit festival de Cannes à nous. Voilà, notre moment cannois à nous, tout à fait. Votre moment de gloire, voilà, pour filer la métaphore militaire, on va dire. Alors, le pitch dit, au milieu du XVIIIe siècle, quelque part au royaume de Naples, un jeune soldat français est à la recherche d'un exilé corse répondant au nom de Pascal Paoli. Il a une lettre pour lui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Écoutez, oui, c'est une sorte de quête initiatique, on va dire, d'un jeune soldat français qui, en partant à la recherche de Paoli, va peut-être tout simplement aussi partir à la rencontre de lui-même. Donc on est vraiment sur un film qui relate la construction
au fur et à mesure d'une identité. Voilà. Alors, de Naples, le récit nous amène en Corse et l'on croise une galerie de personnages illustres. Hyacinthe Paoli, un des chefs de l'insurrection contre Gênes en 1733, le père de Pascal Paoli, Napoléon Bonaparte, Charles Bonaparte, son père, mais aussi l'avocat et écrivain écossais James Boswell, ami de Paoli, proche de Rousseau et de Voltaire, ambassadeur de la cause corse auprès de l'Europe de Lumière. Je dis ça pour les gens qui ne le connaîtraient pas. On n'est pas obligé de tous connaître parfaitement l'histoire moderne de la Corse. Et d'ailleurs, Pascal Paoli, Jean-Dominique Paoli, qui est-il? J'ose vous poser la question parce que parmi nos téléspectateurs, il y a peut-être des gens qui ne sont pas corses et qui ne connaissent pas Pascal Paoli. Qui est-il en tout cas? La représentation de Paoli au XVIIIe à son époque, elle est vraiment internationale. C'est ça qu'on ne comprend plus maintenant. Alors aujourd'hui, il est quasiment tombé dans l'oubli, mais à l'époque, il était... Donc sauf en Corse. En Corse, c'est vraiment le personnage, l'idole, je dirais, le personnage principal. Mais à l'extérieur, malheureusement, il est passé à la trappe de l'histoire, donc on ne le connaît plus. Il y a certes des villes en Amérique qui portent son nom, mais... Paoli City, il y a 7 Paoli City aux États-unis, mais les habitants ne savent pas de quoi il s'agit. Qui est Paoli. Donc je veux dire, on ne connaît plus ce personnage qui a été vraiment essentiel parce qu'il a fait connaître à l'extérieur la révolution de Corse, qui commence en 1729, où quand même on pose les questions essentielles sur les notions de nation, sur la Constitution, sur le républicanisme antique, qu'on va essayer de remettre en force avec Jean-Jacques Rousseau, tout cela. Donc en Corse, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Il y a vraiment eu une pensée politique tout à fait novatrice, qui préparait... Une tentative démocratique bien avant les autres révolutions en Europe. Voilà. Alors, mais concrètement, donc Pascal Paoli, né en 1725 à Morosaglio, mort à Londres en 1807, donc homme politique, philosophe, général corse. Qu'est-ce qu'on peut dire pour donner quelques repères chronologiques? Qu'il a été contraint à l'exil à l'âge de 15 ans, il est parti à Naples avec ses parents en 1740, de retour en Corse en 1755, il instaure la République constitutionnelle, donc tentative d'organisation d'un État démocratique et affirmation de la volonté de s'affranchir de toute tutelle étrangère. Il perd l'ultime bataille contre l'armée française à Ponte Novo en 1769. Il aura vécu en Corse moins de 30 ans, à peu près 15 ans à Naples et 40 ans en Grande-Bretagne, d'où ce titre, les exilés évidemment. Et il a été, vous le disiez, reconnu de son vivant par toute l'Europe des Lumières. Bien sûr. Et justement, c'est la première fois, alors on parlait du phénomène d'oubli qui entoure cette figure, et là c'est la première fois qu'il est porté au cinéma, Renatou Frassati. Aussi étrange que cela puisse paraître, oui. J'en ai parlé d'ailleurs avec plusieurs historiens du cinéma qui m'ont confirmé que c'était en tout cas le premier film concrètement à le mettre frontalement en scène. Ce qui est incroyable, parce qu'on dit, oublié dans le reste, enfin au-delà de la Corse, mais en Corse c'est une véritable icône. Alors pourquoi? Aucun cinéaste corse ne s'est emparé de cette figure. C'était trop gros. Peut-être qu'il y avait la notion d'appréhension, la notion de peur de s'attaquer comme ça à une icône. Ou alors tout simplement un manque de moyens, un manque d'envie. Je ne sais pas. En tout cas, il y a le fait est que le cinéma existe depuis 120 ans et qu'il a fallu attendre 2015 pour avoir une première œuvre qui évoque Pasquale Paoli. Donc on l'a fait, ça c'est une équipe jeune, de jeunes insulaires qui l'a fait, donc c'est peut-être aussi dans le symbole, il y avait quelque chose d'important aussi, que ça soit porté par une équipe insulaire. Et après, le film n'est pas forcément centré sur Paoli, parce que ça parle quand même d'un personnage qui va à sa rencontre, mais il est cette icône insaisissable, il est ce mirage permanent, il est cet être que l'on voudrait toucher, mais qu'on a du mal à atteindre. Voilà. Alors, mais du coup, ça peut expliquer le succès du film aussi, il y avait une véritable attente. Voilà, ça peut expliquer la standing ovation Oui, après le film a surpris aussi parce que justement, peut-être que les gens s'attendaient à voir quelque chose de plus centré sur Paoli et quelque chose de peut-être de plus linéaire, de plus réaliste. Le film comporte une narration assez spécifique, assez spéciale. On va y revenir. Du coup, ça a surpris et je crois que les gens, en tout cas, ont aimé le film. Jean-Philippe Ricci, vous incarnez donc Pascal Paoli. Frédéric Poggi, vous avez composé la bande originale. Vous deux aussi, est-ce que vous vous attendiez à un tel accueil? Peut-être Jean-Philippe. Non, ce serait un peu dépassé de dire oui. Non, mais bon, après, c'est vrai que l'accueil à Bastia était... J'étais pas trop stressé, moi, vraiment. Je sais pas pourquoi. Je vais pas dire que le public était acquis, mais je sentais bien la chose, quoi. Non, voilà, mais c'est honnête quand même de dire sur un sujet comme ça, on part déjà maintenant, c'est un sujet qui touche la Corse. Tout le monde l'attendait. Ça se fait à Bastia.
On verra. Ce qui m'intéresse plus, c'est sûrement les projets qu'il va y avoir à Paris et tout ça, quoi, qui vont beaucoup plus m'interpeller parce que ou pas justement n'est pas du tout connu, hein, en fait. Frédéric, pas du tout. Moi, j'avais prédit à Renato un très très bel accueil. Il était très stressé avant la première. Hein. Je lui avais dit ça va être excellent. Après, c'est un juste retour sur l'histoire. Je pense que les Corses attendaient vraiment qu'on remette à l'honneur ce personnage historique. Alors, il y a eu Che Guevara d'un côté, il y a eu William Wallace de l'autre. Il y a eu des transferts. On aimerait que on a transféré sur Braveheart. C'était un peu le film culte d'une génération de Corses. Il y a eu un retour de justice à un moment donné. Ça y est, Paul, il existe, il est matérialisé à l'écran et on peut le faire découvrir aux autres. Voilà, je pense que c'est aussi dû à ça, ce succès, en plus de la qualité du film. Hein. Alors, retour au Théâtre de Bastia le 10 octobre dernier. Une de nos équipes était présente le soir de l'avant-première, donc pendant le festival Artemar. Le reportage d'Ingrid Gallou et Éloane Martin rend bien compte de cet engouement populaire. C'est l'histoire romancée de la rencontre de deux icônes, l'une à son apogée et l'autre en devenir. Le père de la patrie pour la première fois porté sur grand écran et un Napoléon Bonaparte jeune observateur tout en retenue du parcours de son aîné. Même vision de l'honneur et de la Corse, la salle jubile. Le réalisateur les a fait se rencontrer à travers le fil d'un rêve. Oui, je crois que le public a été sensible et moi aussi. J'ai bien aimé la façon dont le film a été construit, la façon dont c'est romancé, les références historiques. J'ai bien aimé l'ancrage à la terre. Cet ancrage, on le retrouve tout en amont. Acteurs et techniciens, ils sont à 90% insulaires. Les 3 semaines de tournage ont bien sûr lieu sur l'île, en Balagne ou à Corté. Le film aura coûté 180 000 €, dont 20 000 levés via Internet grâce au financement participatif et à de généreux donateurs. Je participe à tous les films qui se font en Corse par des Corses pour des Corses. De toute façon, ça fait plaisir de participer à un projet, même si c'est juste donner un petit peu des sous virtuellement comme ça. Voilà. Thème central du film, l'exil vécu par les deux héros garde une résonance très actuelle dans la salle, mais aussi sur scène. La volonté du film, c'est de parler de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire de la Corse, mais de lui donner une résonance actuelle en fait. C'est un film qui s'adresse à la jeunesse en fait, et encore aujourd'hui je pense. Pourquoi les jeunes sont amenés aujourd'hui à quitter l'île? Pourquoi? C'est la question, voilà. Le film, en revanche, compte bien franchir la Méditerranée pour être présenté dans des festivals. Mais sa sortie en salle se fera, elle, le 8 décembre à l'Île-Rousse. Jean-Dominique Paul, vous y étiez ce soir-là? Oui, j'y étais évidemment. J'avais été invité donc, par Renato. Et vous l'avez découvert ce soir-là? Et j'ai découvert donc, le film à ce moment-là. Effectivement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment je dirais quelque chose de neuf absolument dans les représentations de la Corse. Voilà, puisque les représentations de la Corse, on le sait, sont quand même très très négatives. Le bandit, le sauvage, le fou, enfin voilà ce que vous voulez. Le voyou. Hein. Et là, voilà, c'est autre chose. On revendique son histoire. Les Corses peuvent enfin se raconter. Dire voilà qui nous sommes. Et là, on a besoin de personnages de ce genre. Et ça me semble essentiel, surtout maintenant. Je veux dire, en plus, ce qui expliquerait donc en partie cet engouement populaire aussi. Voilà. On va y revenir à ces questions de représentation, mais avant, Renato Frassati signe de cet engouement populaire dès le financement du film, puisque vous avez lancé une campagne de crowdfunding qui, je pense, restera dans l'histoire du cinéma français pour son succès, comme on sait à quel point c'est difficile de mener à terme les campagnes de financement participatif. Et vous, racontez-nous. Écoutez, ça partait de rien. On était à l'époque sur un scénario. On avait fait un petit trailer avec une caméra et le comédien principal, Jérémy Albert. On s'était pris un petit week-end pour faire 2-3 images. On s'était loué un costume. Enfin bon, voilà. Et on a lancé ça sur Internet en demandant 10 000 € au départ, en espérant les avoir au bout de 3 mois. C'est 3 mois la durée. Et puis, au bout de 3 jours, on a eu 10 000 €. Donc, ça a été totalement fou. Ouais. Surtout de voir que les aides sont venues de 17 pays différents, de 320 personnes. Et au final, on a obtenu plus de 20 000 €, donc le double de ce qu'on avait prévu. Donc, ouais, c'était totalement inespéré. Et là, on s'est rendu compte que le film était attendu. Donc ça nous a fait plaisir et puis en même temps ça nous a mis une grosse pression. Il ne fallait pas se rater. Voilà. Alors vous corrigiez pendant la diffusion du reportage le budget du film. Oui, c'est pas 180 000, c'est 120 000. Hein. 120 000 €. C'est très peu pour un moyen métrage de 50 minutes d'époque avec des reconstitutions. C'est très peu. C'est très peu. On a fait feu de tout bois. On a eu beaucoup de soutien aussi logistique. Et puis après, vu que le film était très préparé en amont, on avait fait un storyboard très complet. L'équipe était calée sur à peu près tous les postes, donc on a pu gagner du temps au tournage et économiser beaucoup d'argent là-dessus. Est-ce que vous avez trouvé rapidement un producteur?
On en avait un premier qui nous a aidés au départ, qui après s'est retiré du projet et qui a été remplacé par Lucie Fichot, donc de Folle Allure Film. Mais oui, en amont, ça a été un peu long de trouver un producteur. Parce que là encore, il y a la question de pas, Oli, trouver un producteur, parce que vous êtes allé chercher dans les boîtes de prod parisiennes, voilà, c'est ça? Corse et parisienne, on a fait un peu le tour. Les gens avaient peur de la durée du film. C'est un premier court-métrage, donc de voir un film historique, ils avaient peur qu'on ne soit pas à la hauteur. Un premier court-métrage, c'est ambitieux, 50 minutes en costume. Qu'on aille droit dans le mur, parce que voilà, il y avait plein d'ambitions. À chaque séquence, il y avait des défis de mise en scène. Donc forcément, ça faisait un peu peur à des productions. Et finalement, Lucie a eu le courage, peut-être la folie aussi, d'accepter et d'aller au bout de l'aventure avec nous. Et cette société s'appelle Folle Allure. Folle Allure. Alors, comment est-ce que vous l'avez financée, finalement? Alors, principalement par la région Corse, ouais, qui a été notre premier soutien. Ensuite, il y a France 3 Corse Viasté, là aussi, donc, qui a préacheté le film. Le département, plusieurs mairies qui nous ont soutenus aussi. Et puis, ce qui est rare, puisque ce ne sont pas leur prérogative, la culture. Par le biais de structures associatives. Ces institutions-là. Et ensuite, principalement aussi des structures privées. Donc, vous avez parlé de contributions des internautes. Et puis aussi beaucoup d'entreprises de Lille qui ont apporté un soutien, partenariat, privé. Important. Donc finalement, intérêt des partenaires locaux, désintérêt des partenaires nationaux. Vous n'avez pas eu le soutien du CNC, du Centre national de la cinématographie. On n'a pas demandé le CNC en contribution financière. On avait demandé le COSIP. Qui est une autre aide. C'est très technique, mais en gros, vous n'avez pas été soutenu par cette institution. Est-ce que c'est à l'image finalement de la popularité de Pascal Paoli, donc partenaires locaux, partenaires nationaux plus frileux? Je sais pas. Après, c'est toujours compliqué d'avoir des aides publiques nationales parce qu'il y a pour plein de raisons. Ils ont des thématiques aussi sociales bien précises aussi à aider. Et puis tout simplement parce que voilà, il y a tellement de monde au comptoir de ces subventions-là que forcément donc du coup, voilà. Mais en tout cas, le film a été quand même aidé par beaucoup de personnes en dehors de Corse. D'accord. Notamment une Islandaise qui nous a aidés, un jeune de Tokyo aussi, donc des gens qui ont a priori aucun rapport avec la Corse, mais qui ont été séduits par cette idée de rapport à l'île, de ce rapport à l'identité. D'accord. Identité et ouverture d'esprit, voilà, les deux mêlés. Alors avec 120 000 €, il a fallu compter sur les bonnes volontés de chacun. Vous l'avez dit, déjà une grosse préparation et puis surtout des bonnes volontés. Vous avez réussi à réunir une véritable équipe de cinéma. Oui. Combien de personnes Une cinquantaine en tout et pour tout. Si on compte la post-production, 50 personnes. Et on a voulu vraiment travailler dans les règles du long métrage, donc c'est-à-dire de tenir un planning, des jours de tournage normaux, avec aussi une rémunération pour tous les membres de l'équipe. Avec des chefs de poste prestigieux en plus. Oui, il y a eu Yves Agostini à l'image, qui est un peu la roche des cadreurs en France. Il a fait plus de 100 longs métrages. Donc il a eu. Vous l'avez votre projet l'a séduit, quoi. Il est venu. Oui, et puis je crois qu'il veut aider aussi la jeunesse insulaire. Pas du tout au tarif habituel. Non, du tout. Mais en tout cas, il a voulu aider la jeunesse insulaire à faire un film. C'est un peu là, il est dans la transmission, ce qui tombe bien parce que c'est aussi un des thèmes du film. Donc il a été là pour nous aider et il a fait un travail exceptionnel sur le film. Ouais. Et comment avez-vous fait pour les costumes alors? Parce que c'est quand même aussi un des gros postes et on sait que ça coûte très très cher pour un film d'époque. C'est Pascal Giacomini, le chef costumier, qui lui a été à la base maroquinier. Et qui est corse, qui est d'Ourthe à Balagne, et qui est passionné par le cinéma. Il a voulu tenter l'aventure du chef costumier sur Les Exilés. Et force est de reconnaître qu'il a fait un travail magnifique. Les costumes sont somptueux. Vous avez eu des prêts aussi de costumes? Oui, on a travaillé avec un loueur de costumes sur Paris. Et puis Pascal a aussi fait énormément de choses à la main chez lui dans son atelier. Jean-Philippe Ricci, vous-même, vous avez fait des efforts, par exemple, financièrement, des sacrifices? C'est-à-dire que Yves a été moins bien payé, justement, parce que j'ai demandé un cachet énorme. Non, mais de toute façon, on fait pas des efforts. Non, et on a fait les efforts nécessaires pour donner ce film-là. Après, si on parle des efforts financiers, on fait pas. Enfin, je veux dire, si on fait ce métier que pour l'argent, je crois qu'on se trompe de métier, quoi. Genre, faut partir sur des aventures aussi parce qu'on y croit. Ces aventures sont belles parce que c'est ces rencontres, c'est l'histoire, je sais pas, c'est tout ce qui fait vibrer, c'est tout ce qui fait ce métier, quoi. Voilà. Rina de Frassati, tous les acteurs que l'on peut citer d'ailleurs. Allez, on va citer. Jérémy Alberti, Jean-Philippe Ricci, qui incarne Napoléon, un jeune soldat. Voilà, Jean-Philippe Ricci, Pasquale Paoli, Jean-Claude Acquaviva qui joue Giacinto Paoli, donc son père. Marie-Ange Cast, Laetitia Bonaparte, Gréor Saté, Carlo Bonaparte, Ben Kerfoot, James Boswell. Paul Garat qui joue un capitaine paoliste, Frédéric Poggi qui a un petit rôle aussi de soldat paoliste. Et tous ces acteurs se sont lancés dans l'aventure avec, je dirais,
le même état d'esprit que Jean-Philippe Rich. Ouais, c'était fou parce qu'ils ont tous adhéré au projet de manière quasiment instantanée. Donc le casting s'est fait rapidement. En plus, j'avais des gens bien précis quand j'écrivais le scénario. Le casting était déjà dans ma tête. Et au moment de demander concrètement aux acteurs s'ils étaient d'accord, ils ont tous répondu oui. Donc je n'ai même pas eu à chercher des plans B parce que les plans A ont tout de suite répondu présent. Mais c'est vrai que parfois on n'avait pas l'impression d'être sur un court-métrage, tellement l'enthousiasme et l'énergie étaient... on ne posait pas la question, hein, vraiment. C'était c'était vraiment bien, un très très bon souvenir. Frédéric Pau, du même question, vous auriez... J'imagine quasiment composer cette bande originale gratuitement si vous l'avez demandé. Non, on n'a pas pu le faire gratuitement pour plein de raisons, mais, un prix dérisoire quand même. Mais par contre il y a eu une réelle volonté de travailler dans le projet et motivé dès le départ. Rinat l'a senti de suite. C'était votre première bande originale en plus. Première bande originale composée et arrangé avec Michel Thomé en partenariat, qui est un excellent arrangeur et technicien. Et voilà, on avait proposé un petit morceau sifflé avec un fond de guitare à Rinat pendant le tournage de la scène du discours de Pascal Pal. Rinat m'avait dit, je cherche des idées de musique un peu épiques avec un souffle. Voilà, j'ai eu une idée, je la lui ai proposée. Il l'a validée. On lui a donné une première mouture, première matière, un premier arrangement. C'était même pas prémédité avant le tournage, que ce soit Frédéric qui fasse la musique. C'était un coup de foudre artistique. C'était un peu présenté, quoi, non? Oui, c'est vrai. J'ai dit à Rina, tu vas voir, je vais te présenter un jeune musicien qui est pas mal, il fait des trucs pas mal. Notre rencontre à Jean-Philippe, c'est vrai, tout à fait. J'ai reçu un message de Rina un matin et on lui a proposé ce projet. Il a dit, voilà, j'ai envie que vous me composiez la musique du film. On s'attendait pas à ça. Du coup, gros challenge, gros défi, ça nous a pris tout l'été. Et voilà, excellente aventure, oui, tout à fait. Et vous avez tourné essentiellement en Corse ? Entièrement en Corse, avec le concours, j'imagine, de la population des villages, des micro-régions. Donc, j'imagine que quand ce type de tournage débarque dans un village ou une micro-région, tout le monde s'y met un petit peu. Tout le monde s'y met, et puis en plus, il y a 2-3 séquences où on a besoin de figuration. Compliqué d'avoir de la figuration en week-end et tout ça. Donc, on a pu en tout cas compter sur la population pour notamment une séquence de discours. On a eu 80 figurants. Pour une séquence de fin de bataille où pareil on a eu une 50aine de figurants. Donc, oui, et ça c'est un soutien inestimable. Inestimable, surtout sur un court-métrage où on ne paye pas les figurants. Ils viennent là, ils passent la journée. Il faisait très chaud pendant le tournage, donc ils ont été incroyables. Il faut leur rendre hommage. Alors voyons sans plus tarder un extrait des Exilés. Dans cette scène qui intervient au début du film, le jeune Pascal Paoli annonce à son père Hyacinthe qu'il quitte Naples pour rejoindre la Corse, où l'appelle son destin politique et militaire. Une présence fantomatique assiste à la conversation. Extrait. Vuole che dica, tu che non hai manco 30 anni, se te la senti. I piani del mio governo sono già pronti. Una baracca mi aspetta nella baia di Napoli. Salverò ancora domani. Ma sai quanto la dai se difficile ad impresa? Dove noi vogliono tutti essere capi in macchia. Signor padre, un benedicere su conto, ma non so più quello di te che va accompagnato a Napoli. E poi un bel gioco guapo che poi siete, poi risente alla trattiata di Asolida, sarà Giulio accanto a voi, ma non dai medi movati vi farà onore. La superbia non face cambiare tempo, Pasquale. In ogni maniera, la tua
decisione l'hai già pigliata. C'est au-dessus de Lumio. On était en train de dire que ce dernier plan avait été fait à Lumio, au-dessus de Lumio, du village de Lumio, en Balagne, donc le village en ruine d'Oggi. Alors, Rina Toufrassati, ce film sur Pascal Paoli, vous en rêviez depuis longtemps, non? Oui, c'est presque un rêve d'enfant, on va dire. Un rêve d'enfant. Petit, j'ai toujours été passionné par l'histoire de la Corse. J'avais même en BD, il y avait une BD quand j'étais petit qui avait été dessinée par Tony Casalonga, qui est une vieille BD corse. Ensuite, j'ai lu évidemment les biographies de Paoli par Antonio Graziani, les ouvrages aussi de Michel Berger-Franceschi. Donc tout ça m'a imbibé pendant toute mon adolescence. Et forcément, j'avais envie de commencer ma vie de réalisateur par un film qui parle profondément de mon île et aussi de mon rapport à l'île, de mon rapport à mon identité corse, à mon rapport à la langue, à ma culture, à mon passé. Et en tout cas, cette mémoire collective qui nous concerne tous. Et il fallait que je commence comme ça. Je ne pouvais pas commencer autrement ma carrière de cinéaste. Alors vous avez choisi de faire d'un rêve, d'ailleurs le fil conducteur de votre film, puisqu'il ne s'agit pas d'une fresque historique à proprement parler. C'est plutôt une fable qui s'appuie sur des faits historiques cependant. Voilà. C'est une fable à hauteur d'homme. Puis par rapport aux moyens qu'on avait et au temps qu'on avait, vu qu'on est comme dans un format court, le fait d'aborder cette perte de l'île, de l'histoire de l'île par le biais du rêve, ça me permettait de construire une narration un peu plus condensée et vraiment de rester dans quelque chose d'intimiste, de l'ordre de même dans le rythme, quelque chose de langoureux, quelque chose de vraiment d'onirique, de spectral, de fantomatique. Et justement, vous faites se rencontrer de façon onirique donc, et anachronique Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte. On peut le dire sans spoiler le film, pour ceux qui n'ont pas vu. Oui, l'intérêt. Voilà. Vous le verrez, l'intérêt je dirais dramatique se situe ailleurs. Napoléon Bonaparte, c'est le personnage le plus représenté au cinéma après le Christ. Là, il fallait oser pour un premier film confronter ces deux icônes. Deux icônes, oui. Alors surtout, je les ai abordées différemment. Paoli, qu'on n'a jamais vu au cinéma, je voulais vraiment l'aborder comme une icône. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un mirage permanent, quelque chose de lointain, il est inatteignable, il est inaccessible. Et on lui a donné de l'humanité. Jean-Phi a réussi à lui donner une dimension humaine, mais je voulais quand même garder un côté iconique. Pour Napoléon, qui, comme je l'avais dit, a été souvent représenté au cinéma, là j'ai choisi une époque de sa vie, donc sa jeunesse, qui a été moins représentée. Quasiment jamais d'ailleurs. Et pas qu'au cinéma, d'ailleurs, même en peinture et tout ça. Très rarement. Du coup, là, pour Napoléon, je voulais vraiment aborder une dimension plus humaine. Ne pas montrer le Napoléon canonique, impérial, montrer le jeune Bonaparte en construction d'une identité insulaire, telle qu'il était vraiment à cette époque-là. Jean-Dominique Paoli, la rencontre réelle entre Napoléon Bonaparte et Pascal Paoli a eu lieu plus tard, dans une période qui n'est pas traitée par le film, Tout à fait. 1790, après la Révolution française. Effectivement, oui. Elle a été représentée, on peut en voir des gravures ou des tableaux, avec toujours ce même geste de Paoli qui touche l'épaule de Napoléon, un peu un geste paternaliste, comme ça. Quelle était la relation en fait entre les deux hommes ? Bon, déjà, il faut dire effectivement, comme vous l'avez précisé, que Napoléon Bonaparte, en 1790, a 21 ans. Paoli en a 65, déjà, une grande différence d'âge. Mais pour le jeune Bonaparte, Paoli a été son idole. Il a passé son temps à Brienne
pensé à écrire sur la... Il a même écrit une histoire de la Corse. Je veux dire, il a été fasciné par Paoli, sans arrêt. Ça a été son modèle politique. Et effectivement, à partir de 1790, eh bien, il va retourner en Corse. Et donc, enfin, il est retourné avant, mais là, il retourne après la Révolution. Il rencontre Paoli, je dirais, en chair. Et jusqu'en 93, il va le voir sans arrêt. Je veux dire, voilà, ils sont ensemble, sans arrêt. Donc, il y a vraiment une osmose entre les deux personnages, même s'il y a des rivalités. Napoléon a beaucoup fantasmé Paoli, on va dire, pendant toute sa jeunesse. Oui. Quand il le rencontre... Ça se passe un peu moins bien que prévu. Voilà, disons qu'après leurs relations sont plus complexes. Ouais. Et son nom, je veux dire, c'est ce qu'on a essayé de dire, mais en vérité, la relation est très forte entre les deux hommes. Même en 93... Un peu fait d'amour et de haine, comme quand on a des fantasmes déçus, je dirais. Mais voilà, je veux dire, ce sont des personnages très très proches, il faut dire, hein, même s'il y a l'âge qui les sépare. Bien sûr. Mais donc Napoléon, il est quand même lieutenant-colonel en seconde de la garde nationale corse, et le général, c'est pas, il fait sans arrêt, je veux dire, il y a... Et ensuite, en 93, lorsque la Convention condamne Paoli, donc il va être condamné, décapité, voilà, eh bien, Napoléon Bonaparte, qui est donc lieutenant-colonel en second, écrit à la Convention. Il écrit à la Convention pour dire quoi? Il dit, pour dire, vous ne pouvez pas condamner Paoli, parce que c'est lui qui a mis en place ce mouvement révolutionnaire, ce mouvement républicain. Jean-Philippe Ricci, vous incarnez Pascal Paoli, comment est-ce que vous l'avez abordé? Comment est-ce qu'on trouve l'homme derrière l'icône? Ça, c'est la question, la question que les comédiens adorent. Non, mais déjà, le cheminement sur un personnage, c'est très très compliqué d'en parler, hein, parce que ça se fait vraiment petit à petit comme un château de cartes. Mais bon, comme on parlait d'icône et que c'est vrai que Rinat voulait un personnage assez iconique par rapport à Napoléon, moi, il fallait que j'insuffle ce côté humain. Pour quitter un peu la posture hiératique par moment. Voilà, parce que de toute façon, il était représenté, là, entre les bustes et tout ça, les gens l'avaient déjà. Et c'est vrai que... Là, dans cette scène, on voit bien qu'il fait preuve d'orgueil aussi, pour le coup, il a quand même... Mais justement, pour parler de cette scène, j'ai beaucoup, quand j'ai lu les biographies, je me suis basé pas mal pour la construction du personnage, et c'est ça, après, même quand il a 50 ans, c'est la correspondance avec son père. Et c'était ça, qui pour moi a été le premier... qui m'a insufflé le personnage, en fait. Voilà. Parce que je trouvais qu'il s'envoyait des pointes, c'était assez particulier, cette reconnaissance que lui, il cherchait, ce machin. Enfin bon, c'était amour et haine, quoi, un peu, dans ce truc-là. Et je trouvais que c'était très intéressant d'avoir ça, même quand il était général. De toujours avoir cette ombre-là. De Hyacinthe Paoli, on peut dire un mot de Jean-Claude Aquavive. Qui est son premier rôle au cinéma. Son premier rôle au cinéma, et qui est quand même pas mal, mais alors pas mal du tout, et c'est un euphémisme. Il est tout en classe et en subtilité, mais comme il est dans la vie d'ailleurs, on n'a rien changé. Et à préciser aussi que là, on a vu une séquence donc, dans une vieille chapelle napolitaine, mais qui a été inventée, forcément, parce que Giacinto et Pasquale ne se sont jamais rencontrés, ne se sont jamais dit adieu dans cet endroit-là. Ils se sont dit adieu par lettres. Et tout le film, en fait, tous les dialogues du film sont issus de la correspondance. Donc, aussi bien pour Paoli que pour son père, même pour d'autres personnages, on a puisé dans les récits épistolaires ou même dans les romans qu'ont écrit les différents personnages, pour créer les dialogues du film. Donc on a quasiment... Qui sont multilingues, puisqu'on entend du corse, de l'italien, de l'anglais, puisqu'il y a Boswell, et du français. Forcément. Je voudrais qu'on voit rapidement quelques représentations en vrac, picturales de Pascal Paoli. Alors on connaît celle des peintres britanniques, Cosway, Banbridge, Bicky, Lawrence. C'est toujours un Paoli rondouillard, c'est le sage, c'est le politique, l'homme de loi, plus que le soldat. Vous avez fantasmé un Paoli beaucoup plus athlétique. Je voulais surtout pas être dans le film d'historien. Je voulais pas être dans une vérité scientifique. Je voulais que le cinéma s'empare de Paoli. Et moi, dans mon film, dans ma vision que j'avais de Paoli, je voulais un personnage qui soit plus dans la statuaire qu'on peut voir à Corté ou à Île-Rousse dans les statues Paoli sexy, beau. J'ai pas voulu le dire. J'ai pas voulu le dire moi, mais bon, voilà. Une certaine résonance iconique et ne pas être dans la représentation vraiment réaliste. Je voulais que Jean-Philippe Ricci devienne Paoli, que ça soit presque un Jean-Philippe Paoli ou un Pasquale Ricci. Voilà, quelque chose. D'accord. Je voulais aussi me servir de l'acteur que j'avais sous la main pour façonner mon personnage. Alors on a dit c'est pas une fresque historique, mais il y a quand même une dimension épique.
On peut revoir quelques images, ou des fois, voilà, de plans larges sur les paysages, des combats à l'épée. Vos influences cinématographiques, vos références, quelles ont-elles? Oui, j'avais besoin parce que j'adore la narration au cinéma, et mon rythme langoureux que j'ai mis en place avait besoin de quelques souffles, de quelques respirations un peu plus dynamiques, un peu plus épiques, si on peut dire, et qui ont été élaborées aussi grâce à la musique et grâce à certaines séquences un peu plus d'action, entre guillemets. Et oui, après les références, elles sont très variées pour ce film. Je me suis à la fois des références picturales, mais au niveau des films, ça va forcément des films de Peter Jackson aux films de Dario Argento ou de Kubrick. Donc il y avait, que ce soit dans les cadres, dans les compositions des cadres, comme dans la narration, dans le rythme insufflé, il fallait aussi s'inspirer des grands maîtres, ce que font d'ailleurs tous les films de cinéma. Et ça a été aussi le brief pour la musique, ce que vous disiez. On a eu des contraintes. Voilà, il nous a demandé, pour le personnage principal, un souffle épique, un peu à la Braveheart dont on parlait tout à l'heure, avec ce côté à la fois martial, doux, avec cette mélancolie dedans, avec toute prétention retenue, couleur un peu hollywoodienne. Et moi, j'adore les films épiques, donc ça m'a parlé de suite. Je suis aussi cinéphile, de moindre qualité face aux deux sbires qui sont ici présents. Mais donc ça m'a parlé, ça a parlé aussi à Michel, et donc l'aventure, elle était encore plus plaisante. Voilà. Alors, le thème du film, on va l'entendre justement, c'est devenu une chanson que vous interprétez avec votre groupe Wojewan, ou son titre, Ode Générale, et vous l'avez interprété lors de votre dernier concert à Ajaccio à l'Espace Diamant. Les images sont signées Jean-Antoine Mambrigne et nous le remercions. Écoutez, regardez. sotto bandera a mezz'all'aria e poi sciaura così sonnato un terra struda dalla budanza senza figura più di noi di un nostro frutto o generale o patria di spada una a forse darmi un indegno con ponte loa io in taglie uso promisara o generale un gole un spera con la coscienza e l'udramato con tali spine l'uergo o voglio realizzare in dato il mio con la Alors, on peut présager que Les Exilés deviendra un film culte, surtout dans certains, je dirais, voilà, mouvements nationalistes, on va dire. Ça peut parler aux nationalistes. Ça peut donner la chair de poule à quelques nationalistes, je pense. Pas seulement, d'ailleurs, un Corse en général. Mais du coup, cette chanson-là, c'est aussi un hymne, un petit peu, que vous avez composé. C'est un hymne. Disons que dans la chanson corse, on a beaucoup, du Riacquiste, on a beaucoup écrit Pascal Paoli. Première chanson quand Cantopoplougos à Pasquale Paoli. Refaire une chanson sur Paoli, non. Et là, la porte était grande ouverte de réunir ces deux personnages que la chanson du Riacquiste a un peu écarté. Napoléon et Paul ne se sont jamais retrouvés. Même, donc, on a oui, parce que le texte, donc, voilà, signé Alain Di Meglio. Signé Alain Di Meglio, c'est la lettre qu'avait écrite Napoléon à Pascal Paoli, adaptée, un peu transformée en langue corse. Jean-Dominique Pauly, c'est intéressant ce que dit Frédéric Pauly. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les deux personnages ont été opposés dans l'historiographie corse. Il y avait vraiment les admirateurs de Bonaparte ou de Napoléon et les admirateurs de Paoli. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. C'était même une espèce de guerre civile autour de ces sujets. Clivage qui est en train de disparaître. Antagonisme qui est en train de disparaître peu à peu. Et on le voit à travers cet exemple. Oui, effectivement, ce côté passionnel, eh bien maintenant, plutôt que de les opposer, il faut essayer de, pourquoi pas, les utiliser tous les deux. Enfin, le mot utiliser, c'est ce que vous faites dans votre projet Paoli-Napoléon. Voilà, effectivement, donc à l'université, à partir de 2004, on a commencé à travailler sur Napoléon Bonaparte et le rapport à la Corse, toujours. Et puis, donc dernièrement, ce projet de l'université de Corse a été repris par la CTC, par la
donc la collectivité territoriale, qu'il a confié à notre UMR CNRS, dirigé par Marie-Antoinette donc Maupertuis. Et ce projet, on le mène avec donc Jean-Guy Talamogne. Et on a travaillé aussi avec la Fédération européenne des cités napoléoniennes. Voilà, et tout cela va servir peut-être à faire que les deux personnages soient complémentaires, de façon scientifique évidemment, mais aussi pour en faire quelque chose de valorisation pour la Corse. Et même au niveau touristique. Au niveau touristique. Peut-être attirer les gens à découvrir Pascal Paoli par le biais de Napoléon. Voilà, c'est-à-dire que cette révolution de Corse, eh bien, on va la faire connaître par le biais de Napoléon Bonaparte, qui est connu, comme vous le dites. Voilà. C'est un levier, quoi. L'émission touche à sa fin, mais la seule critique qu'on pourrait vous formuler, c'est de ne pas avoir été du tout critique justement vis-à-vis de ce personnage. Mais c'est pas votre démarche du tout, quoi. Pas forcément. Alors pour ceux qui verront le film, ils verront peut-être à la fin une séquence finale sur le pont où on voit pas forcément un Paoli. Je voulais. Oui, il y a Ponteno, la bataille de Ponteno représente la fin de la bataille. Avec moyens évidemment, mais que ce soit au début dans la chapelle et à la fin, donc sur le pont, je voulais montrer un Paoli justement plus humain. Et à la fin, donc quand à la fin du film, Paoli dit, on peut le dire, ne spoilez pas, qui repart, qui part à Londres. Ouais, il n'y a pas forcément un Paoli victorieux, un Paoli triomphal. C'est plutôt un Paoli justement plus en dessous. Et on peut même s'interroger sur. Donc je voulais à la fin laisser une sorte d'ouverture sur le personnage. Mais en tout cas, de là à écorner complètement l'icône, c'est pas là. C'est pas là, voilà, il faut le savoir, c'est assumé, mais c'est une intention assumée, voilà, de représenter Pascal Paoli dans sa dimension iconique, justement. Merci, messieurs. Prochaine projection des Exilés, le 24 novembre à l'Espace Diamant à Ajaccio, puis une sortie hautement symbolique à Corté le 8 décembre prochain, jour de la Festa di Nazione. Et la semaine qui suit, au Fogat à Île-Rousse. Prochain, alors, actualité de votre event, c'est un album à sortir en 2016. Voilà, Jean-Philippe Rich, tourné avec Marie Tudor à partir du mois de février. Vous serez le 19 mars à Bastia. Exactement. Vous jouerez aux côtés de Christina Reali, mise en scène Philippe Calvario. Merci beaucoup Jean-Dominique Paul, bon retour à Corté et en Balagne. Merci à vous très chers téléspectateurs. Excellente soirée sur France 3 Corse Via Stella. Bonsoir.